Bonjour à tous. Alors installez-vous bien, confortablement quelque part, et prévoyez un petit peu de temps, parce que j'ai décidé de vous reproposer un cours, même si l'année est finie, etc., etc. Donc de donner une continuation à Amour et pouvoir, Amour et politique, avec un bonus. Un bonus voilà, dont le thème va être... enfin, dont le point de départ va être, pardonnez-moi, la manifestation du 1er mai et puis tout le tintamarre médiatique qui est né autour des manifestants qui sont venus le visage masqué, sans visage, on en parlera tout à l'heure. J'ai eu l'impression que ce tintamarre médiatique ne posait que des mauvaises questions, on le verra. Et j'ai envie avec vous d'interpréter ce fait-là, donc la manifestation avec l'intervention des antifas, du point de vue de l'anthropologie politique et plus spécifiquement du point de vue de la thématique que je vous ai proposée ce semestre, c'est-à-dire amour et pouvoir, amour et politique. Et mon hypothèse, celle que je vais essayer d'approfondir avec vous, ce sera la suivante. Il me semble que ce qui crée une forme de stupeur ou de choc, que ce choc soit positif ou négatif, c'est essentiellement que le semblable qui est mobilisé dans des efforts de solidarité pendant les manifestations n'est plus le même. Une fois qu'il est masqué, une fois que la persona change, ça n'est plus le travailleur, la travailleuse qu'on voit, c'est exclusivement le militant. Derrière un masque, derrière ce symbole, ça me faisait penser à V for Vendetta d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est l'opposant dans lequel s'agrègent tous les héros de la lutte antifasciste, les morts, tout un passé, toute une symbolique, et pas le travailleur, la travailleuse émancipée. Et par conséquent, on a un changement à l'intérieur du régime de solidarité. Ce n'est pas le quotidien qu'on célèbre ensemble et un quotidien idéal dans lequel on figure sporadiquement pendant la manifestation comme un travailleur ou une travailleuse émancipée, mais la seule chose qui est célébrée, c'est l'espace épiphanique de la révolte à l'intérieur duquel chacun est militant, activiste, etc. Donc voilà, j'ai envie de réfléchir avec vous, en fait, non pas aux raisons pour lesquelles les gens masquent leur visage. Je ne vais pas parler des techniques policières, etc., etc. On verra, tout ça pourrait être classé dans les mauvaises questions et on verra pourquoi. Mais plutôt de l'impact dans le régime symbolique de ce genre d'action. Voilà. Alors, le cours va suivre le parcours suivant, pardonnez-moi, le plan suivant. Je vais d'abord produire une introduction. Ensuite, je vais vous parler du processus de ritualisation, la ritualisation de ces actions. Donc voilà, première partie, la ritualisation des actions qu'on pourrait appeler très génériquement Antifa, même si les médias vont plutôt parler des actions des Black Blocs, dont je ne sais pas très bien si ces manifestants-là accepteraient pour eux le qualificatif. Ensuite, on fera en deuxième partie la liste des mauvaises questions, et on verra pourquoi elles sont mauvaises par rapport à ce sujet. Et enfin, en troisième partie, évidemment, on essaiera de réfléchir ensemble à l'impact sur les relations entre amour et politique, entre domaine du pouvoir, domaine du politique et amour. Donc l'impact sur ce domaine-là, de ce type de manifestation. En d'autres termes, quel impact, à la fois conscient et inconscient, ce type de manifestation-là a sur le champ symbolique et sur notre culture politique, et à travers ça, sur les rapports entre amour et politique à l'intérieur de notre culture. Bien. Mais comme on est en cours, je vais me permettre, à l'intérieur de l'introduction, les petites digressions dont je suis absolument friand et habitué. Alors figurez-vous que, en ce moment, mon livre de chevet est un livre des superstitions.
voilà, que je vous montre, qui est sympathique parce que il traverse un grand nombre de cultures et à chaque fois sur tous les éléments qu'il peut identifier. Voilà, j'ouvre au hasard, belle-mère, belle-joint, belladone, bélier, bec croisé, bécasse, enfin vous avez tout ce que vous voulez. On y trouve de très nombreux petits paragraphes qui expliquent la symbolique de chaque objet dans différentes cultures. Là, j'ouvre au hasard encore, barrière, baseball, basilic. J'ai même, puisque c'est un des bouquins que j'ai acheté d'occasion, une facture qui montre que le précédent possesseur du livre a acheté pour 4,65 € de verre, un verrou à 15,72 €, MO à 140 € pour un total de 160,37 €. C'est passionnant. Et v'là-t-il pas que sur quoi je tombe dans cet ouvrage, dans le chapitre Animaux, le paragraphe suivant. Alors, je vous replace les choses. Non, je vous lis ça. Dans le parc municipal de Fribourg, une statue est élevée à un canard avec l'inscription suivante: « À un canard clairvoyant ». Ce canard s'était illustré au cours de la dernière guerre en prévoyant l'arrivée des avions ennemis un quart d'heure avant les sirènes. Il donnait l'alarme en cancanant furieusement. C'est ainsi que le 27 novembre 1944, lorsque Fribourg subit ses bombardements les plus meurtriers, le canard commença à manifester une excitation particulière une demi-heure avant l'alerte. Il s'enfuit de sa basse-cour, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, et commença une course désespérée vers la sortie de la ville. De nombreux citadins alarmés l'imitèrent et se réfugièrent immédiatement dans la campagne environnante, bien leur en prit. Ce jour-là, à Fribourg, plus de 30 000 personnes devaient périr. Voilà. Alors, le paragraphe m'a amusé parce que Fribourg, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans ces vidéos, c'est la ville de naissance de l'ordolibéralisme. C'est de là que venait M. Eucken, le fondateur de l'ordolibéralisme. Et voilà, en lisant ça, je me suis dit, voilà qu'un canard... alors bien sûr, il faut prendre ça avec 1000 pincettes parce qu'il s'agit d'une superstition, si on veut bien. Mais si c'est un canard qui a permis à des milliers de personnes de survivre en prenant la fuite pour éviter le bombardement des Alliés sur la ville de Fribourg, cela me permet d'adresser aux ordolibéraux du monde entier la proposition suivante. Un peu d'humilité, s'il vous plaît. Vous devez la survie de votre cadre de pensée à un canard paniqué et pas à un don de Dieu. Voilà, à moins que Dieu ne se soit fait canard, mais là, vous poussez le bouchon un peu loin. Bien. Une fois que nous avons pris ces nouvelles de Fribourg, nous pouvons commencer le cours. Alors, d'abord, pour cadrer le sujet, je veux simplement parler de l'impact dans le champ du symbolique de l'apparition de pratiques militantes dans le cadre des manifestations, qu'elles soient déclarées ou non, mais en l'occurrence, si on prend la manifestation du 1er mai, une manifestation déclarée. Et la pratique en particulier, c'est celle qui consiste à manifester masqué, le visage en tout cas dissimulé, et je m'en tiendrai là. D'où ça vient Pourquoi je pose la question d'où ça vient? Parce que vous verrez que, et je pense que ça fait partie de ce à quoi je veux vous introduire en vous donnant des cours d'anthropologie et d'anthropologie politique, ça vient tout simplement de ce que, quand on devient anthropologue, tout ce qu'on voit, à un moment donné, est immédiatement transcrit dans le registre de l'analyse, qu'on le veuille ou non. Et en l'occurrence, puisque j'y étais, quand j'ai vu ce cortège se former devant le cortège mélangé qui lui-même était devant le cortège syndicaliste, il s'est créé en moi une forme de trouble anthropologique profond que je vais maintenant utiliser pour nourrir ma réflexion. Bien, alors... pour le dire autrement, une fois qu'on a développé une sensibilité de sociologue, d'anthropologue, de socio-anthropologue, on va utiliser cette sensibilité et ces réactions en permanence pour comprendre un peu plus en profondeur
la société, et en l'occurrence l'impact sur la société d'un certain type de manifestation. Bien. Alors, je vous ai proposé... Ah oui, un dernier point d'introduction. J'ai bien conscience que, en parlant de cette pratique de l'action, je vais probablement dire des choses qui peuvent être blessantes, vexantes, énervantes, révoltantes pour les gens qui sont eux-mêmes antifa, etc. Notamment parce que je me permets de faire des interprétations sans les avoir à mes côtés et en les interviewant. Effectivement, je fais avec les moyens du bord. Par ailleurs, les seules sources que j'ai à ma disposition, je vous les mettrai en référence, ce sont quelques sites internet, quelques lectures, et par ailleurs de nombreuses conversations que j'ai pu avoir avec des amis qui ont l'habitude de participer à ce type d'action. Et libre à eux de me répondre ou d'engager une discussion. Ce que j'essaye de proposer, c'est une analyse qui soit vraiment décalée par rapport à la soupe médiatique qu'on nous sert par rapport à ça. Bien. Alors. La première chose que je voudrais mentionner, le premier aspect que je veux aborder, c'est l'aspect rituel. Alors, pourquoi j'utilise le mot rituel ? C'est pour dire simplement qu'il s'agit de pratiques qui sont régulières, habituelles, qui possèdent leur code, un sens qui est de plus en plus codifié, que ce soit dans la pratique de la manifestation, que ce soit dans la répression et le type de répression qui est organisé, que ce soit dans le traitement médiatique et dans les mois que cela suscite. Pour le dire autrement, ça n'étonne plus personne et tout le monde, de manière plus ou moins consciente, sait comment faire avec ça. Alors, j'utilise le terme par ailleurs parce que vous savez qu'une de mes phrases favorites de Georges Ballandier dans Anthropologie politique, c'est que la meilleure ruse du pouvoir, c'est de ritualiser sa contestation. En d'autres termes, une fois qu'une pratique de contestation du pouvoir est ritualisée, elle devient elle-même du pouvoir. Elle devient elle-même un mode d'expression de l'ordre. Elle est une contestation régulière. Bien. Elle est un pourvoyeur d'éléments de sens et de signification au champ du politique, mais c'est un élément stable qui définit un mode de régulation des conflits, qui est en quelque sorte institué, qui est stable, qui fait partie du pouvoir en tant que le mode de régulation du pouvoir fait partie du domaine du politique et fait partie du domaine du pouvoir. Bien. Donc, je m'intéresse à l'aspect rituel en ce sens que dès lors qu'on identifie qu'une pratique est ritualisée, on peut effectivement l'intégrer au domaine du pouvoir et la définir comme constitutive du domaine du pouvoir. En d'autres termes, sa capacité à mettre en question le pouvoir est totalement émoussée, elle en fait partie. La lame est émoussée, en quelque sorte. Alors, effectivement, quand on voit les manifestations antifa, les manifestations des Black Blocs, les manifestations... voilà, des personnes, tout simplement, je préfère rester le plus vague possible parce que il ne faut pas assigner des catégories aux personnes. Donc les personnes qui, à certains moments des manifestations, se masquent, voilent, mettent un casque pour s'habiller en noir, donc on pourrait maintenant les appeler les personnes voilées, casquées, masquées, de noir. Donc voilà, je vais les appeler comme ça à partir de maintenant. Des personnes qui ensuite revendiquent un certain nombre de choses, utilisent des slogans, des chansons qui sont souvent les mêmes, utilisent un certain nombre de moyens d'objets contondants, pourquoi pas parfois des cocktails Molotov, des grenades artisanales rarement, des pavés, etc. etc. Donc on a ces attributs, mais qui dans le fond, si on y réfléchit bien, et même si maintenant ces rituels sont tous extrêmement communs
et peuvent être repérés dans toutes les manifestations un petit peu actives ou non pacifiques, si on veut bien, ou enfin bref, peuvent être repérés dans un grand nombre de manifestations agitées depuis le 19e siècle. L'utilisation de pavés, l'utilisation de projectiles, de cocktails Molotov, etc., etc. La seule véritable innovation là-dedans, c'est le fait d'apparaître tous masqués en noir, ce qui donne des images, il est vrai, extrêmement fortes. J'étais très étonné d'ailleurs que, pour vous remettre dans le jus, le 1er mai, je suis dans cette manifestation sous la bannière de la coordination étudiante. Je m'ennuie prodigieusement parce que le cortège est bloqué sur le pont, et par conséquent, sur les coups de 4 heures, je décide de traverser la foule pour aller voir devant ce qui se passe et pourquoi on n'avance pas. Une fois là, le cortège se remet un petit peu en branle, on est juste avant l'attaque du McDonald's, et je vois littéralement une phalange de personnes majoritairement blanches et hommes, tout de noir vêtus, casqués, voilés, masqués. L'image est extrêmement troublante, c'est l'aspect phalange. Elle fait pas peur parce que, typiquement, d'abord, j'ai aucune raison d'avoir peur de ces gens-là, et puis ils n'ont pas l'habitude de s'en prendre à des manifestants, et puis j'en connais sûrement à l'intérieur. Enfin, bon, il n'y a aucune raison d'être dans la peur. Et néanmoins, on est face à une petite armée. On est face à une petite armée de gens dont on ne voit pas la face. Ce qui peut arriver d'ailleurs avec des CRS. Et ça crée quelque chose comme un trouble. On a une armée de sans visage face à soi. Et cette image-là, c'est cet ordre en phalange qui avance à pas rythmés tous ensemble. Alors rythmé, il ne marche pas en cadence, hein, c'est pas ça. Ils marchent ensemble, au même rythme, tous en noir, en phalange, en ordre, sans visage. C'est quelque chose, d'abord, qu'on n'a pas beaucoup revu dans les médias. Cet ordre, ce contre-ordre, si on veut bien. Et par ailleurs, effectivement, il y a là une puissance de trouble. Je reprends cette notion de trouble encore pour plusieurs raisons. Alors, on a affaire à des personnes, si on veut bien, qui, à ce moment-là, dans ce moment de leur pratique militante, sont sans visage. Il y a plusieurs types d'actions d'Antifa. Il y a les manifs, mais il y a aussi un travail théorique, travail de dénonciation des personnes qui sont identifiées comme fascistes dans tel ou tel quartier. Il y a des actions plus coup de poing, il peut y avoir de l'action culturelle. Par exemple, vous pouvez lire un article sur le site de la Horde sur l'empêchement de la jeunesse d'une contre-culture underground d'extrême droite comme principal résultat de l'action Antifa ces dernières années. Mais comme il n'y a pas d'assignation possible de personnes sous la figure qu'on voit avancer, puisqu'on ne voit pas son visage, on est obligé de considérer la spécificité du moment. Lorsque des personnes sont sous nos yeux, en phalange, sans visage, et qu'elles avancent. Alors, un autre élément de trouble, c'est que on est face à des personnes sans visage qui sont juste devant des personnes sans papier. Lors de cette manifestation, là, assez petit dans les médias, mais dans le fond, les personnes qui étaient derrière, à part la coordination étudiante, c'était beaucoup de cortèges de sans-papiers. On a donc deux types de présence dans l'espace public qui sont radicalement opposés. On a d'un côté des sans-papiers qui demandent de sortir de la clandestinité, on a de l'autre côté des personnes sans visage qui entrent en clandestinité et qui la réclament pour eux-mêmes. On a donc d'un côté des personnes qui apparaissent le visage découvert pour réclamer la reconnaissance de leur personne et leur intégration en tant que travailleurs dans la citoyenneté et dans la nationalité, ou au moins dans la régularisation, pardon. Donc sortir de la clandestinité, et de l'autre côté, des individus qui y entrent, et qui y entrent en un geste.
en passant au premier rang et en passant leur masque, voile, casque sur le visage. Donc là encore, dans un même cortège, à 100 mètres près, on est dans des dynamiques sociales et dans un rapport au symbolique diamétralement opposés. Même si ces populations-là peuvent être solidaires et que les antifascistes peuvent tout à fait être solidaires des sans-papiers. Donc on a une solidarité qui présente des aspects profondément paradoxaux dans ce moment-là. Bien. Alors, comment est-ce qu'on peut décrire ce geste-là? La ritualisation, elle est un fait. Elle n'est pas une action intentionnelle, mais plutôt le résultat d'une somme d'intentions et d'actions. Alors, d'une part, ces personnes, casquées, cagoulées, masquées de noir, veulent se manifester. Bon, elles se manifestent avec leur mode d'action, qui leur sont propres. Elles font l'objet d'une répression par les forces de l'ordre, police, armée, services d'ordre. Cette répression, elle a ses caractéristiques, même si d'un mouvement à l'autre ou d'un lieu à l'autre, par exemple c'est différent à la ZAD et, de Notre-Dame-des-Landes et lors de cette manifestation, elles sont réprimées avec un certain niveau de violence. Par exemple, les personnes casquées, cagoulées, masquées de noir sont arrêtées, gazées, matraquées, reçoivent des grenades, mais elles ne sont tuées par la force de l'ordre, a priori que de manière accidentelle, et ne sont pas massivement arrêtées de manière préventive. Elles sont arrêtées après l'action. J'entends massivement. Il n'y a pas des rafles dans les milieux antifa pour arrêter des milliers de personnes. Il y a des actions ciblées auparavant, qui sont d'ailleurs condamnables par ailleurs. Il y a des arrestations massives après, et pas avant. Donc voilà, vous voyez, on a un cadre qui est relativement régulier. Pour le dire autrement, ces personnes-là, pour définir ce qu'elles subissent le maximum de violence légale de la part de la force de l'ordre dans un cadre non guerrier. Et on n'est pas en guerre. Alors, en d'autres termes, si on ne rentre pas dans un cadre guerrier et même en y entrant d'ailleurs, en y entrant par le biais de la soi-disant lutte antiterroriste, le pouvoir est lui-même relativement impuissant face aux mobilisations des personnes voilées, cagoulées, casquées de noir, ou qu'on pourrait aussi appeler les sans-visage, si on suit mon raisonnement. Donc, vous voyez, on a un phénomène qui se produit. Des personnes qui veulent agir d'une certaine manière, qui sont réprimées au maximum de ce que la loi permet, ou de ce que la bavure permet tant qu'elle est régulière et traditionnelle. Et d'un côté, on veut s'exprimer, de l'autre, avec certains moyens d'action, de l'autre, on veut réprimer tout en restant dans un cadre médiatiquement acceptable. Cela produit un phénomène relativement régulier et qui peut être décrit comme une forme de ritualisation de moyens d'action. Alors, ces personnes, voilées, cagoulées, casquées de noir, engagent avec l'État et avec le capitalisme de manière générale ou les mouvements fascistes des rapports de force hors cadre légal. Effectivement, par exemple, l'État face à ça ne peut pas dissoudre un groupe lorsque le groupe est clandestin. Ils ne montrent pas leur visage, ne participent pas à des négociations sur la place publique. Ils ont des slogans finalement très génériques et pas des revendications spécifiques sur tel ou tel point de loi. Alors, ces personnes-là, par ailleurs, engagent ce rapport de force hors cadre légal traditionnel, tout en restant dans les limites d'une organisation qui délimite une portée de l'action. Donc il n'y a pas d'action terroriste, qui pourrait pourtant correspondre à une certaine tradition anarchiste. Donc on voit qu'il y a une forme d'auto-limitation, aussi bien
de, des, des CRS que des personnes en noir. Alors, l'essentiel de l'innovation, c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est le fait d'être voilé, cagoulé, casqué de noir. C'est une innovation qui est extrêmement limitée dans le cadre des manifestations françaises. Parce que le reste, barricades, cocktails Molotov, pavés, peuvent être vus à Paris. On en a plein d'images pendant 68, mais dans d'autres manifestations en 79. Mais regardez les manifestations de 48, etc., etc. Euh, donc on est dans la tradition avec en plus ce phénomène-là. Mais ce n'est pas du tout un phénomène anodin. Le fait de masquer son visage, c'est masquer sa personne, la persona, c'est-à-dire l'entité convocable dans l'espace public. La personne qui est, en quelque sorte, responsable devant la convocation par le commun ou par la loi. La personne, le visage, mais la notion de persona, de masque, qui a évolué chez les Romains jusqu'à le visage du sénateur qui était toujours le même et qui était la personne, l'entité convocable au Sénat, mais jusqu'à devenir tout simplement le sujet de droit, le sujet d'imputabilité. Masquer son visage, c'est ne plus revendiquer ses droits dans la manifestation en tant que sujet d'imputabilité de droit dans la société, c'est limiter la personne revendicante aux militants, à la personne en lutte. Et ça change énormément de choses parce que ça signifie que, une fois que je masque mon visage, ça n'est plus le quotidien qui manifeste, c'est la lutte qui manifeste. Ça n'est plus le citoyen ou la citoyenne qui importe dans les manifestations son quotidien, son travail, sa place, etc., et qui donc, d'une certaine manière, fait exister dans l'espace de la manifestation, l'espace-temps de la manifestation, un quotidien idéal, c'est uniquement une lutte et un affrontement qui est à ce moment-là mis en scène et auquel il est fait référence. Bien, alors, je reprends. La ritualisation, elle est presque structurelle. On a des forces de l'ordre qui réagissent dans un cadre légal et médiatique de manière, en définitive, relativement régulière, même si évidemment il y a des différences d'un lieu à l'autre. Pour le dire autrement, bon, je crois que c'est clair, je n'ai pas besoin de me répéter. Donc on a de ce côté-là un certain type d'encadrement par la force de l'ordre. Et de l'autre côté, on a une pratique qui se répète, tout en ayant au départ introduit une modification qui est la suppression du visage de ce moment de la lutte, tout en reprenant à son compte une bonne partie de l'habitus des manifestations lorsqu'elles prennent un tour violent. Bien, alors voilà ce qu'on peut voir de l'extérieur. Évidemment, de l'intérieur, on va pouvoir dire que à tel endroit, à tel moment, il y a eu plus de violences policières, plus de militants arrêtés, plus de militants tués. De l'extérieur, ce qu'on voit, c'est bien plutôt une réponse structurelle un peu systématique, ce qu'on pourrait appeler la posture policière à la française, qui consiste à rester un peu en retrait, qui consiste à ne pas tirer dans la foule à balles réelles, mais néanmoins en déployant un niveau de violence qui peut impliquer la mort, et avec des arrestations qui se produisent plutôt sur le moment, bien qu'il puisse exister marginalement de la répression policière sur les milieux antifa. De l'autre côté, on a des personnes qui ont des pratiques qui se maintiennent, qui ne sont pas détruites et qui ne se renouvellent que marginalement, même si l'organisation en interne peut probablement d'ailleurs être perçue comme extrêmement changeante, entre ce qu'on pouvait voir à Gênes avec les actions des Antifa ou à Strasbourg ou à Paris, dans les dernières actions, ce qu'on voit est globalement un peu toujours similaire. Ce sont donc des personnes
cagoulés, masqués, casqués, habillés de noir, et qui ont des pratiques de manifestation spécifiques, notamment en s'attaquant au mobilier urbain, en s'attaquant aux symboles du capitalisme, etc., etc. Alors, quand je dis que la seule innovation, c'est le casque, même le fait de s'attaquer à un McDonald's, finalement, c'est pas quelque chose qui est en rupture. Enfin, je veux dire, demander à José Bové. Bien. Alors, quelles sont les mauvaises questions? Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a observé cet aspect de ritualisation, à partir finalement d'une pratique qui est dans la continuation de la pratique manifestante en France, avec un tout petit élément qui change, mais cet élément qui est extrêmement important et qui est le visage, arrivons-en aux mauvaises questions. Alors la première mauvaise question, c'est qui c'est? C'est une très mauvaise question. Pourquoi c'est une mauvaise question? D'abord parce que c'est une question policière et que quand on est anthropologue, on n'est pas policier. Deuxièmement parce que on est dans une grande difficulté pour vérifier de qui il s'agit, que quand on commence à parler avec des personnes qui participent à ce type d'action, on s'aperçoit d'une très très grande diversité de pays d'origine, diversité d'affiliation politique. On va trouver là-dedans des gens qui se diront anti-skin, antifa, communistes libertaires, vegan, néo-mao, anarchistes, black bloc, toto, autonome, etc. Donc, vous voyez là une telle diversité qu'à mon sens, il n'est pas très utile de chercher absolument à rentrer dans une logique d'identification traditionnelle, sauf à passer par vraiment des séries d'entretiens qui permettraient aux définitives de savoir de qui on parle. On dit souvent c'est des fils à papa, ce sont des enfants de bourgeois, etc., etc. Moi, par exemple, j'aurais pu vous dire ça. Parce qu'il se trouve que les personnes que je connais qui participent à ce genre d'action sont plutôt des bourgeois. Mais quand je dirais une chose pareille, alors je m'attraperai tout de suite au col en disant « mais espèce d'idiot, ça ne veut pas dire que ce mouvement-là est constitué de fils à papa et d'enfants de bourgeois. Non, pas du tout. Ça signifie que toi, qui es un membre de la bourgeoisie culturelle, tu connais des gens qui sont comme ça, parce que, justement, par exemple, tu enseignes à l'université, que les personnes que tu connais qui enseignent à l'université et qui participent à ce type de choses-là te ressemblent. Donc ce sont parmi les militants ceux qui te ressemblent que tu connais. Bien. Voilà. Donc la première mauvaise question, c'est qui c'est? On les comprend quand même, c'est pas plus mal. On subit tellement de violence. Certains trouvent que c'est vraiment insupportable, qu'on s'est fait voler les choses, qu'on s'est, etc., etc. Quelle que soit la réaction d'approbation ou au contraire de désapprobation qu'on pourra entendre dans la bouche d'un Jean-Luc Mélenchon ou d'un Pierre Laurent, quelle que soit la réaction des uns par rapport aux autres et des autres par rapport aux uns, les autres se privant pas de traiter les cortèges traditionnels syndicaux de bisounours qui n'obtiendront jamais rien, quel que soit ce système d'opposition, il y a des oppositions beaucoup plus profondes qui sont simplement manifestées par les modes de manifestation. Les deux maintenant sont ritualisés, mais on a à l'intérieur du même rituel, c'est-à-dire la manifestation dans l'espace public, des logiques sociales qui changent totalement. Ceci étant causé simplement par le fait de homogénéiser, faire disparaître l'imputabilité, faire disparaître en quelque sorte le travail, c'est-à-dire le quotidien, et à travers ça, le rêve vécu dans la communion du travail émancipateur, remplacé par un espace épiphanique dans lequel on vit la révolte. En d'autres termes, la logique d'amour, de reconnaissance, d'appartenance développée dans l'un
s'oppose à celle qui est exprimée par l'autre. Et voilà. Alors, c'est pas de mon ressort de réfléchir à des chemins qui pourraient être faits entre ces modalités d'action, qui ont chacune leur efficacité propre. Mais néanmoins, il me semblait tout à fait intéressant de vous livrer ces éléments de réflexion. En parlant de ça, oui, il y a aussi le site Réflexe, puis d'autres articles que je vais vous proposer pour approfondir vos connaissances sur le sujet. Voilà, et désolé de n'avoir pu m'empêcher de rebasculer dans la logique de cours. On peut dire un petit mot des examens si vous voulez. Pour l'instant, on est dans la plus grande confusion et on ne sait rien. Et on sait que certains examens sont programmés le 22, mais il y aurait peut-être une session pour ceux qui ne pourraient pas venir le 22, le 4, mais pour l'instant, elle n'est pas encore mise en place. Sachant que le 4, c'est demain. Et pour l'instant, je ne sais pas du tout si je pourrais rentrer pour faire passer les examens en Sorbonne, et je ne sais pas non plus d'ailleurs si je ne serai pas en grève à ce moment-là. On verra comment les collègues, ce que les collègues en pensent et comment on se mobilise collectivement. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite un printemps radieux et beaucoup de soleil. Salut et joie, à bientôt. Et dire que c'est des groupes majoritairement masculins et blancs et jeunes. Voilà ce qu'on pourrait dire, mais une fois qu'on a dit ça, c'est très très peu intéressant, notamment parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Alors, travailler là-dessus, ça serait essayer d'importer une homogénéité là où il n'y en a pas. Et justement, c'est extrêmement intéressant de voir de nombreux groupes avec de nombreuses appartenances, tous se rassembler autour d'une pratique. Alors, vous pouvez lire par exemple que si vous allez sur les sites que je vous indique dans les commentaires, qu'il y a eu une évolution dans le mouvement anti-skin puis Antifa, notamment parce que là où au départ la question du style vestimentaire, du style de chevelure, etc. était extrêmement important, ça l'est de moins en moins, et il y a une diversité, hétérogénéité croissante des comportements vestimentaires et stylistiques en dehors du moment de la manifestation où se produit une prodigieuse homogénéisation. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que finalement, la pratique du masque, la pratique de la persona commune, elle est pas du tout en cours dans les autres parties des manifestations, où au contraire, chacun vient avec son visage, ses habits, mais par ailleurs, chacun se différencie en se mettant sous sa banderole, chacun s'identifie à sa place dans la société. Dans cette pratique-là de la manifestation, et je m'intéresse qu'à ça, dans cette pratique-là de la manifestation, les individus s'agglomèrent, se fusionnent en quelque sorte, et même s'ils sont très hétérogènes au départ, ils forment un groupe non identifiable. Sauf sous cette assignation, les Black Blocs, les bédules, les machins, etc. Donc voilà, on forme un groupe que moi j'appelle les sans-visage, mais parce que il me semble que ce qu'il ne faut surtout pas rater, quand on regarde un groupe comme ça, et c'est ce qui est le plus troublant, c'est que la principale innovation, et qui est maintenant répétée, et qui est devenue rituelle, c'est de présenter un groupe non assignable, non identifiable, un groupe sans visage, mais qui lui-même est extrêmement hétérogène, mais qui devient très homogène. D'un coup, c'est la personne sans personne, c'est le visage sans visage qui est là, et qui pour le reste se livre à des actions on ne peut plus traditionnelles. Enfin, je me souviens, moi, quand j'étais petit, par exemple en 86, c'était probablement mes premières manifs avec mes parents. Et ma maman, elle me disait bien, te fais attention à la tête de cortège parce que là-bas, ça bastonne. On habitait pas loin de Bastille, donc on allait régulièrement aux manifs qui étaient par là. Et voilà, enfin, je veux dire, il n'y a rien de neuf. Ce qui est neuf, c'est ça, c'est la présentation d'un groupe non assignable. Pour le reste, il parle exactement le même langage que les autres manifestations.
Bien. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas les nommer. Et ne pas nommer est un problème pour se sentir solidaire par identification ou par intégration. La seule chose vis-à-vis duquel on peut se sentir solidaire, c'est cette idée que ils dégradent, ils attaquent le capital. Et par leurs actions, alors qu'on appelle violentes, mais qui ne le sont pas nécessairement de leur point de vue, par leurs actions de destruction du mobilier urbain, et notamment des symboles du capitalisme, ils vont déclencher une dépense qui, d'après eux, rembourse la collectivité, au moins pour partie, des énormes profits réalisés par les détenteurs du capital. Bon. Donc, il faudrait faire ce chemin-là, réaliser en quelque sorte, à travers leur action, une vengeance personnelle des prolétaires exploités, pour se sentir solidaire. Mais ne pas nommer est déjà un problème pour se sentir solidaire. Alors, ensuite, ne pas pouvoir localiser. Par exemple, c'est pas... quand vous voyez, je sais pas, juste derrière, il y avait Force ouvrière Île-de-France, il y avait la CGT du 93, il y avait... vous voyez, tout simplement, des gens qui disent « ma pancarte c'est ça, mon identité c'est ça, ma plateforme de revendication c'est ça, et par ailleurs, je viens de là ». Alors ça veut dire que, par exemple, avec ce qu'on appelle les autonomes, les blagues, etc., mais que moi j'appelle parce que je m'intéresse qu'à ce moment, les casqués, voilés, cagoulés de noir ou les sans-visage, à cet endroit-là, on ne peut pas les attribuer à un lieu, on ne peut pas leur assigner un lieu. Donc, on ne peut pas rentrer, par exemple, pour s'intégrer à ce groupe, dans une logique d'autochtonie, et dire on vient du même sol, on vient de la même terre, on s'aime parce que c'est des nôtres, parce qu'on vient du même endroit, on parle la même langue, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Alors, par ailleurs, évidemment, c'est pas non plus évident de se situer clairement dans le champ politique. Est-ce qu'ils sont d'extrême gauche, autonomistes, situationnistes, d'extrême droite, d'ultra-gauche, anarchistes? On entend tout dans les médias, c'est un petit peu fatigant. C'est une tradition antifasciste. Bon, voilà, on va commencer par là. Mais surtout, ce qui est intéressant, d'ailleurs ça rentre dans leur slogan, ce qui est intéressant, c'est simplement de regarder des personnes qui se masquent, qui se rendent non identifiables, non assignables, et qui ont des slogans. Donc ce sont des personnes voilées, casquées, masquées de noir, ou les sans-visage, qui, par exemple, se revendiquent antifascistes et attaquent le mobilier urbain, les symboles de l'oppression capitaliste et la force policière quand elle s'y oppose, lors des manifestations. Alors c'est long à dire, mais par contre, pour une fois, c'est vrai. Donc voilà. Donc poser la question de qui ils sont, c'est en réalité nier ce qu'ils font. Et c'est à tous les coups s'exposer à dire des bêtises. Bien. Vous remarquez que c'est probablement ce que je fais aussi, mais vous me reconnaîtrez au moins, comment dire, la prise de risque consciente et l'exposition. Alors, je veux dire par là, de penser dans la profondeur ce petit fait-là. Deuxième question qui est complètement inévitable et à la fois qui est bête, c'est une question qui est inévitable parce qu'on on l'entend tout de suite dans la manifestation aux alentours, mais aussi dans les médias, une fois que les gens regardent ça, c'est pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Alors, pourquoi je dis que c'est une mauvaise question? Parce que poser la question, c'est ne pas les écouter, tout simplement. C'est refuser de les entendre, c'est complètement les désubjectiver, il suffit de les écouter. Ou de lire leur site, je vous ai donné quelques adresses pour aller voir ça. C'est une action qui est antifasciste, anticapitaliste, qui s'attaque au symbole du capitalisme à travers des actions qui remboursent d'une certaine manière les personnes exploitées.
si on cherche à leur attribuer d'autres attentions, si on cherche à les désubjectiver, on va immédiatement rentrer dans la critique d'une forme de romantisme, on va dire c'est des adolescents qui cherchent à exister intérieurement. Bref, on va rentrer dans un jugement de valeur banal et sans fondement, ça c'est une chose, mais surtout on va rentrer dans un jugement de valeur et en anthropologie, et par ailleurs en anthropologie politique, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Donc, question de savoir pourquoi ils font ça, ben, c'est très simple, ils le disent. C'est affirmé. C'est pas du tout une question intéressante. Troisième question inintéressante. Et pourquoi? Pourquoi les policiers ne sont pas intervenus plus tôt? Est-ce que vous voulez vraiment poser cette question-là? Alors, est-ce qu'il faut arrêter les manifestants quand ils sont en train de manifester simplement? Est-ce qu'il faut arrêter les gens sur simple présomption? Déjà que maintenant, l'entrée dans le droit commun je ne sais même plus comment ça s'appelle, des lois d'exception antiterroristes, c'est un vrai danger pour nos droits, mais qu'est-ce que ça veut dire plutôt? Pendant la manifestation, arrêter des gens qui manifestent paisiblement? Parce que ces personnes-là, c'est ça, avant qu'elles se mettent ensemble et qu'elles agissent. Est-ce que c'est aller les pourchasser chez eux pour des délits d'intention? Est-ce qu'on va aller arrêter des gens qui souffrent au travail parce qu'on pense que un jour, en se syndicalisant, ils pourraient faire brûler des pneus et déchirer la chemise d'un patron de chez Air France? C'est une question qui en fait engage l'idée qu'une personne peut être comptable d'un acte qu'elle n'a pas fait, qu'elle n'a pas encore fait. Finalement, c'est une question qui est insupportable. Mais par ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment imaginer que le débat public doit s'emparer d'un coup des questions de technique policière? Parce que là, il s'agit bien de technique policière dont on parle. Pourquoi les policiers ne sont pas intervenus plus tôt? On fait ceci, on fait cela. Il me semble que, bon, d'abord, c'est une question qui n'intéresse pas l'anthropologie politique, mais par ailleurs, je me méfie de cette question. Elle rend policiers les citoyens. Et elle rend sourds à ce que manifestent ces personnes-là. Bon. Alors on continue. Est-ce que c'est un complot? Qui gagne quoi? Finalement, les policiers les auraient laissés faire pour décrédibiliser le mouvement social. Le principal effet est une démobilisation, des buzz médiatiques rentables. Ils sont là pour produire de l'audimat, des séries d'actions gratuites pour les pigistes en manque de croustillants. Là encore, c'est un débat qui n'intéresse pas l'anthropologue et le citoyen que je suis, pour une raison très simple. La théorie du complot, c'est en général ce qu'on déploie lorsqu'on est impuissant par rapport à quelque chose. Et par exemple, impuissant à expliquer et à rendre compte des choses d'une manière rationnelle et objective, mais que par ailleurs, on se place dans une posture où on ne pourra rien faire, on ne pourra que dénoncer des éléments qu'on soupçonne, des éléments secrets. En gros, on se donne raison, sans raison. Dernier débat que je vous rapporte et qui me semble être une question sans issue. C'est celle que j'ai entendue immédiatement surgir donc devant l'action sur le McDonald's, surgir entre deux grands syndicalistes baraqués qui faisaient probablement partie du service d'ordre de la CGT, une grand-mère et des personnes qui étaient en train de taguer des slogans antifa sur une barrière à côté de la gare d'Austerlitz. Alors, le débat était le suivant: qu'est-ce qui est le plus efficace pour le mouvement social? Est-ce que c'est la manifestation traditionnelle ou est-ce que c'est la manifestation traditionnelle masquée? Bon. Alors là, qu'est-ce qui est le plus efficace? Qu'est-ce qui est le plus efficace? Alors, bon, d'une part, ça ne concerne pas tellement l'anthropologie qui n'est pas là pour répondre à ce genre de questions, mais par ailleurs, cette question-là, elle est sans fin. Elle est aporétique. Enfin, non, c'est pas le bon terme, pardonnez-moi. Elle rentre tout de suite dans l'invective, et par ailleurs,
on ne peut rien démontrer. Bon, je vous en fais la démonstration simple. Alors voilà, le débat c'est ah mais vous êtes des bisounours, les bisounours ça sert à rien. Ah mais c'est vous les CRS, vous êtes des Playmobil bricolés, tendance Nescafé, tout ça. Les bisounours ça sert à rien, vous déguiser en CRS ça sert à rien. Grand débat. En fait, il est évident que d'un côté, l'histoire plaide en faveur des bisounours de manière écrasante, puisque un grand nombre, si ce n'est l'essentiel des acquis sociaux, ont été obtenus par des manifestations dont l'héritage est revendiqué par les syndicats bontins qui manifestaient derrière. Mais par ailleurs, simultanément, on peut tout à fait dire d'abord que les antifas feront leurs preuves dans un futur et que rien ne démontre qu'ils ne changeront pas la société. Mais par ailleurs, ils revendiquent pour eux-mêmes aussi un héritage d'actions et d'actions violentes dans l'histoire du syndicalisme qui a eu son efficacité. On ne peut pas revendiquer 1848, 1870, la Commune, les occupations d'entreprises, mai 68, sans accepter l'héritage de la violence, parce que tous ces moments-là sont passés aussi par la violence armée. Donc, il me semble que c'est un débat qui doit avoir lieu, mais qui doit aussi savoir, dès le départ, qu'on ne le tranchera pas. On ne le tranchera pas. Bien, donc voilà la série de questions qui me semble devoir être d'une certaine manière mises au rebut. Alors je les reprends. Hein. Qui c'est hein Puisque, ben justement, c'est ceux qui ne veulent pas répondre à cette question. Pourquoi ils font ça ben justement, ils le disent. Quelles sont les techniques policières idoines Est-ce que c'est un complot? Et c'est qui les meilleurs? Qui est le plus efficace dans la lutte sociale? Bien. Revenons donc, une fois ces questions posées de côté, à ce qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'est-ce que la présence des sans-visages change, et notamment dans le régime de l'amour, dans l'utilisation de l'amour dans le domaine du pouvoir. Bien. Fondamentalement, qu'est-ce que ça change? Tant qu'on les voit, avant tout ce qui relève de la technique policière, de l'arrestation et d'une forme d'administration de la preuve, donc d'une imputabilité des actions à une personne, qu'est-ce qui change? Ben, fondamentalement, il n'y a pas d'imputabilité. Une personne sans visage, on ne peut pas lui imputer une action. Qu'est-ce qui change aussi? Fondamentalement, et à mon sens, c'est aussi une des choses qui transforme beaucoup le registre de l'amour, par exemple, entre les manifestants. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, quand on vient aux manifestations, c'est beaucoup pour chercher de l'amour. Enfin, on verra ça plus tard. Donc, pas d'imputabilité. Et deuxièmement, l'aspect militaire de ces personnes en noir, masquées, casquées, voilées, sans visage, avec leur posture patibulaire et leur menace d'utilisation d'armes. On est dans le 1er mai dans un défilé qui est traditionnellement associé plutôt au travail et au pacifisme. En un sens, là, on a des personnes qui marchent en phalange, habillées de manière homogène et partant au combat. Bon, donc voilà, ce qui change, pas d'imputabilité et aspect militaire ou au moins anti-pacifiste. Autre point extrêmement important, il n'y a pas dans ce groupe, rassemblé, compact, etc., de référence au travail. Si vous allez dans un défilé de la CNT, qui est un syndicat anarchiste, une confédération, évidemment, il y aura des références au travail, et la CNT, il reste à prouver qu'elle a des leçons à recevoir en matière d'antifascisme, et de lutte violente par ailleurs, si on se réfère à la période de la guerre d'Espagne. Mais dans les groupes antifa, en tout cas ceux qui étaient là par exemple le 1er mai, pas de référence au monde du travail, en tout cas
pas à un monde du travail en particulier, à une usine, à une entreprise, à un quotidien au travail. Donc, pas d'imputabilité, aspect militaire, ou au moins antipacifiste, et pas de référence au monde du travail. Mais aussi et surtout, à travers le voile, le casque, le masque, euh, on change de régime social en ce sens que on change de semblable. Euh, Ils se connaissent peut-être entre eux, ils sont d'ailleurs, à mon avis, relativement peu nombreux à se connaître entre eux. La culture et les techniques de lutte sont suffisamment établies entre eux pour qu'ils puissent agir de manière commune et homogène sans pour autant se connaître réellement. Néanmoins, on se présente comme un sans-visage. Et à ce moment-là, donc on change de semblable, c'est-à-dire au lieu d'être un travailleur, une travailleuse avec un visage qui ressemble à l'autre, qui vient d'un endroit, qui travaille quelque part et qui fait référence à un quotidien, on est une personne en noir casqué, voilé, etc., ou sans visage, qui ressemble comme un frère ou une sœur à son voisin d'à côté, mais sans donner toutes ses références au quotidien, au travail, etc. Donc, le semblable est un sans visage. Bien. Alors, quand on les regarde, on voit entre eux un niveau de familiarité qui n'existe pas réellement entre les manifestants, sauf dans des groupes d'amis. Par exemple, ils se touchent, ils font la file, ils se coordonnent. On sent une familiarité qui précède des petits groupes, même si cette familiarité n'existe pas réellement. Euh, alors, ce à quoi on assiste aussi, c'est à une forme de communion, mais extrêmement différente de celle à laquelle on a l'habitude pendant les manifestations. Dans une manifestation sur un mode traditionnel du 1er mai, comment est-ce qu'on communie? Ben, à visage découvert, euh, essentiellement pour faire exister dans l'espace-temps de la manifestation un travail qui serait non aliénant pour les 3-8, travail, loisir, sommeil, 8 heures de travail, 8 heures de loisir, 8 heures de sommeil par exemple. Euh, on communie autour du rêve absurde, si on en croit la FARC, que le travail peut être émancipateur. Euh, En manif, le travailleur ou la travailleuse, c'est-à-dire l'homme ou la femme du quotidien, paraît en public émancipé et vit la fiction de son émancipation par le travail. Il est en quelque sorte quotidien. Euh, alors, la manifestation à cet endroit-là est un espace épiphanique où existent les uns à côté des autres des travailleurs et des travailleuses émancipés qui sont autant qu'il est en eux à l'origine de leur servitude, et ils sont semblables en ce qu'ils sont solidaires et en ce qu'ils se ressemblent, comme des travailleurs venant de tel endroit, travaillant pour telle ou telle entreprise, appartenant à tel ou tel syndicat. Il en résulte un sentiment d'amour, une sensation qu'il y a quelque chose de supérieur à la somme des individus, mais cette somme fait référence au quotidien, fait référence à une vie de travail, fait référence à une société euh, pacifiée, en un sens. Donc en quelque sorte, le dieu de la manifestation traditionnelle, c'est un dieu d'un quotidien et d'un quotidien pacifié. C'est tout le contraire de, de la communion, pas ressentie, ça je ne peux pas en parler, il faudrait que j'en sois, euh, de la communion en tout cas qui semble émaner des groupes qui se rassemblent pour la lutte et qui fait référence à un idéal qui est un idéal de lutte, qui est un idéal de renversement, qui est un idéal de bouleversement et qui en aucun cas ne fait référence à un quotidien pacifié. Alors, il y a deux choses encore, enfin il y a un certain nombre de choses qu'on va voir ensemble. Dans le cas de la manifestation à visage découvert, la manifestation interpelle
le gouvernement, le capitalisme, etc. Mais surtout, il interpelle l'État parce qu'il croit en la capacité de l'État à être l'émanation du peuple souverain et donc à protéger le peuple. Dans l'autre cas, dans la manifestation masquée, on entre dans une vengeance directe contre le capital parce que l'État n'est pas vu comme un intermédiaire, il n'est pas vu comme l'émanation du peuple souverain, il est vu au contraire comme un outil des capitalistes, comme une hydre, comme quelque chose qui est structurellement ennemi. Donc là, vous voyez, on change complètement de commun. Dans un cas, le commun, c'est l'État qui est le peuple souverain. Dans l'autre, on est face à de l'ennemi, qui est structurellement de l'ennemi. Donc, on reprend un petit peu. À visage découvert, ce sont des travailleurs et des citoyens, ceux de la vie quotidienne qui échangent de l'amour, qui partagent de l'amour. Dans le cas des manifestations sans visage, ce sont des combattants épiphaniques et clandestins qui échangent de l'amour entre eux. Bien. Dans le premier cas, on célèbre un fil secret ou un avenir idéal qui fait sens dans la vie quotidienne. Dans le second cas, on fait signe vers un fil secret qui relie des personnes dans une rupture avec le quotidien, une rupture conflictuelle, et on ne met pas en scène l'avenir idéal. La seule chose qui est mise en scène, c'est, pour l'instant, le conflit émancipateur contre le capitalisme. Dans un cas, il est demandé à chacun de rester soi-même avec le visage et les habits de tous les jours et de faire de soi quelque chose de solidaire et d'aimable. Dans l'autre cas, on entre dans la solidarité et l'amour qu'après mutation et abolition de son visage, qu'après, en quelque sorte, indifférenciation. En quelque sorte, les masqués, voilés, cagoulés de noir viennent briser l'épiphanie de la manifestation avec une autre épiphanie. Ils viennent briser cette mise en scène très temporaire d'un quotidien pacifié pour des travailleurs et des travailleuses émancipés avec la fiction, la mise en scène de l'embrasement. À cet endroit-là, il y a un lourd conflit de solidarité qui se présente. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais c'est pas du tout ce que les antifas revendiquent pour eux-mêmes. Eux, ils pensent être là pour des raisons pragmatiques. Leur masque, c'est pour des raisons pragmatiques. C'est pour pas prendre de lacrymo et par ailleurs, c'est pour ne pas être identifié par la police. Oui, évidemment, bien sûr, sans l'ombre d'un doute. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est l'impact de cette image-là sur le collectif social et sur la culture. Voilà. Alors, vis-à-vis de la force de l'ordre, le message de ces deux types de manifestants, celui à visage découvert et celui sans visage, est différent. Le cortège syndical, en tant que force tranquille de la manifestation des travailleurs qui se rêvent émancipés, dit aux représentants de la force de l'ordre, tu es inutile et dévoyé, rejoins-nous dans l'émancipation, va garder les parcs et dis bonjour au rossignol ou va poursuivre des criminels, mais nous sommes un ordre inclusif. La phalange des sans-visages, parce qu'elle déploie immédiatement des actions qui sont décrites comme violentes par les uns ou comme un juste retour des choses par les autres, la phalange de personnes masquées, casquées, cagoulées et en noir dit aux représentants de la force de l'ordre, donc aux représentants de l'ordre, de quel ordre tu es l'ennemi que nous sommes venus combattre, et en ce sens, nous sommes un ordre exclusif. Nous ne sommes pas bon enfant. Nous ne sommes pas bon enfant. Dans un cas, on veut faire comme si l'ennemi était exclusivement le capitalisme, le mercantilisme, qui pourra être vaincu par une alliance des travailleurs, et par l'ordre des travailleurs en un sens. Dans l'autre cas, on incarne la lutte contre le capitalisme, contre l'État, contre les symboles du capitalisme, contre le mobilier urbain qui relève d'une logique capitaliste,
et l'affrontement physique avec la force de l'ordre. Et là, il y a un paradoxe, parce que ma présentation fait un petit peu comme s'il y avait d'un côté les militants du cortège syndical qui incarne l'ordre de la société des travailleurs et travailleuses pacifiés et émancipés, et de l'autre, une proposition de désordre. Je vous assure que quand on voit la phalange de face avant qu'elle entre en action, on a affaire aussi à de l'ordre. Maintenant, c'est de l'ordre qui propose l'entrée en action, l'entrée en émeute, l'entrée en désordre, et qui, dans ce moment d'action, ne met pas en scène un avenir idéal commun, autre que celui de la lutte et du désordre. Donc effectivement, il y a cette mise en scène-là. Alors, encore d'autres différences. Dans le cas de la manifestation syndicale à visage découvert, la lutte est sublimée à travers l'idéal commun qu'on devrait atteindre, et pendant qu'on manifeste, on vit dans un espace-temps dans lequel on a l'impression d'être des travailleurs émancipés, mais qui marchons vers un idéal commun. Dans l'autre cas, la lutte n'est pas sublimée du tout, elle est matérialisée. Elle est matérialisée dans des actes. Et le sublime est contenu dans un ensemble de représentations partagées plus discrètement à travers un certain nombre de références communes, de textes en commun, de morts en commun, d'une expérience commune de la lutte, etc. Dans un cas, la sublimation permet de jouir du sentiment de l'appartenance commune simplement en marchant. Dans l'autre cas, la jouissance du commun suppose l'épreuve commune du feu. Dans un cas, on manifeste en tant que source de légitimité du pouvoir, et donc en étant absolument hors de la clandestinité, presque plus légitime que le pouvoir lui-même. Dans l'autre, on porte sur soi les symboles de la clandestinité. Je vous ai déjà fait la réflexion de l'espèce de conflit de signification sociale entre les sans-papiers d'un côté et les sans-visage de l'autre, entre les sans-droits d'un côté et ceux qui veulent basculer dans un régime de clandestinité. Enfin, les sans-droits, ils ne sont pas sans-droits, mais là, ils sont traités comme tels. Pour revenir à nos moutons, dans la manifestation masquée, le semblable n'est plus semblable que derrière un masque, que derrière un symbole, que derrière la figure du militant, la figure de l'opposant, dans lequel s'agrègent tous les héros de la lutte antifasciste. Alors, voilà. J'ai commencé par là, et je l'ai proposé comme hypothèse, mais j'estime que maintenant on l'a un petit peu solidifié. Cette manière d'agir impacte et limite la manière de s'aimer. On passe d'une solidarité à la fois mécanique et organique. Mécanique parce que nous sommes tous des travailleurs, nous sommes tous des travailleuses. Nous marchons tous à visage découvert et nous sommes le quotidien. Nous sommes tous en train de vivre dans la fiction que nous sommes travailleurs, travailleuses émancipés. Et nous visons tous un idéal commun qui serait celui de l'émancipation par le travail. Organique en ce que nous sommes tous très différents les uns des autres, mais nous sommes assignables. Nous sommes de tel syndicat, de tel autre syndicat, de telle autre association, sans syndicat, sous telle bannière, etc. Nous venons d'un lieu, nous avons nos champs, nous avons nos pratiques, etc. À une solidarité qui se fait finalement dans l'idéal de la lutte, dans l'anonymat, dans la non-assignabilité, imputabilité, dans le sans-visage, dans la disparition, dans l'espace épiphanique et violent de la révolte. Voilà. En d'autres termes, pour le dire simplement, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que
quelles que soient les opinions des manifestants dans les cortèges syndicaux,